Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour et bienvenue dans le Cercle Polar. On continue à parler de la rentrée littéraire, de la rentrée des polars, et avec des Français cette fois-ci, puisque la dernière fois on avait parlé des étrangers. Mais quelle logique. Hein, c'est logique. C'est bien. Ouais, c'est bien quand même de se tenir comme ça dans des cases, puis après s'échapper. Voilà. Et on va commencer avec un premier roman, Les Pieds sur Terre. Donc là, Oui. ça s'appelle Glaise, c'est le nouveau roman de Franck Bouys qui paraît à la Manufacture de Livres. Et c'est Christine qui va tenter de vous le présenter. Alors, Franck Bouys, on le connaît déjà depuis un certain temps. On a beaucoup aimé ses livres comme Grossir le ciel, qui date maintenant de quelques années. Il avait déjà écrit des livres qu'on connaissait moins, mais avec Grossir le ciel, petit livre déjà à la Manufacture de Livres, il se faisait connaître par ce côté, ce mélange de campagne et de noirceur, d'écriture très, très ciselée, d'envie de raconter aussi une vie sociale. Puis après, il y a eu Plateau. Et Glaise, c'est un petit peu différent parce que c'est... Je ne sais pas s'il aimerait ce terme, mais on pourrait dire que c'est un roman historique. C'est un roman noir, historique, qui se passe au début de la guerre de 14 et qui va éviter de parler de la guerre, qui parle plutôt de ceux qui sont restés derrière, les enfants, les femmes, les vieillards, ceux qui ont été blessés. Et la guerre, elle est là en fond sonore, en quelque sorte, toujours très présente, mais en même temps, c'est plutôt montrer comment les autres vivent et comment vivent... Voilà, ceux qui sont restés à l'arrière. Ils sont à l'arrière. Et Glaise, c'est un terme intéressant parce que c'est à la fois cette boue que les soldats vont connaître, et puis aussi ces personnages que l'un des héros va créer pour recréer un monde vivant. C'est un très beau livre, je trouve, très ciselé là aussi dans son écriture, et qui aborde énormément de choses et qui, tout en parlant de la guerre de 14, parle finalement de l'humanité. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Michel ? Moi, je suis d'accord avec vous. D'abord, c'est un très beau livre objet, parce que je trouve que l'éditeur a bien travaillé. Il y a une très belle couverture, c'est un très bel objet. Et puis effectivement, moi je trouve que c'est le plus réussi pour l'instant de Franck Bouys. C'est vrai, il a beaucoup d'ampleur. Voilà, j'avais trouvé le précédent Plateau, j'avais trouvé l'écriture un poil trop fleurie. Oui. Il y avait par moments une volonté de faire poétique, un peu trop, sans exagérer parce que c'était déjà un très bon livre. Et puis Grossir le ciel, on était au contraire dans une sécheresse de style assez radicale. Et là, d'une certaine manière, on est dans un très bel équilibre. Donc c'est un livre qui vraiment a une très belle langue. C'est magnifiquement raconté et c'est très passionnant parce que vous l'avez dit, c'est un roman historique, c'est un roman noir, c'est un roman social. C'est un roman d'amour. C'est un roman d'amour et un roman d'initiation puisqu'il y a un jeune personnage qui s'appelle Joseph qui a une quinzaine d'années qui est là et c'est beaucoup autour de lui. Tout et donc c'est un roman avec de multiples dimensions. C'est vraiment une lecture passionnante et c'est vraiment un livre d'une très grande beauté. Oui, et puis c'est un peu difficile de reparler encore de la guerre de 14, de reparler encore de cette grande histoire comme ça qui nous encombre. Et il arrive par ces chemins détournés qui sont ce goût qu'il a de l'écriture et de raconter des histoires qui sont plus proches. En fait, lui dit qu'il est très influencé par les grands écrivains américains, comme McCarthy. Exactement, ça se sent. Et on sent qu'il y a ce goût comme ça du paysage et de l'ampleur littéraire, et en même temps un côté Giono, puisqu'il se rapproche un petit peu de ces deux mondes. Parce que ce que je trouve intéressant à chaque fois, il réussit à faire des huis clos dans des espaces immenses. Parce que là, on est à la campagne, les maisons sont éloignées les unes des autres, etc. Et c'est quand même une atmosphère étouffante de huis clos sous un ciel infini, comme ça. Sous un ciel d'orage, d'ailleurs. Et sous un ciel d'orage. Dès le début du livre, cette espèce de bruit, de tonnerre qui est celui de l'orage, de la campagne, rejoint celui de la guerre, rejoint celui des souvenirs de la grand-mère. Et on a déjà, dans cette construction-là, quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà. Et puis, peut-être qu'on peut souligner aussi l'art qu'il a de faire sentir le temps qui passe, de faire sentir même s'écouler. On sent la durée des instants, on sent le temps qui passe parce qu'il y a toujours dans ces romans le poids du passé, il y a toujours quelque chose qui revient hanter les personnages au présent. Et Joseph est un personnage qu'on retrouve en quelque sorte. Ce prénom-là,
est dans tous ses livres. Et ce n'est pas forcément un hasard, c'est un peu un personnage à tous les âges de la vie, justement aussi. Donc, on en recommande tous les deux la lecture. Tout à fait. Hein. Le nouveau Frank Buis. Et ça commence bien. Glaise, oui, ça commence très très bien. Ça, il faut vraiment que vous le lisiez. Ça paraît à la manufacture de livres, pardon. Et on va parler d'un autre livre qui se passe également. Là, ça se passe dans les Landes. Pas tout à fait la même époque. C'est pas la même époque, puisque c'est. En fait, j'imagine que c'est en 2009 parce que ça met en scène la tempête dramatique, catastrophique qu'il y a eu dans le sud-ouest en France. Mais dites donc, c'est extraordinaire la métaphore comme ça. On passe de Glaise où on parle de la première tempête, de l'orage, on est dans la tempête de 2009. Oui, oui. On progresse. On a l'art des transitions. Alors, c'est donc le nouveau roman de Marin Le Dain. Ça s'appelle « Ils ont voulu nous civiliser » et ça paraît chez Flammarion. Alors, Marin Le Dain, il est venu dans l'émission, on le connaît bien. On a suivi vraiment toute sa carrière, entre guillemets, parce que c'est vraiment un des auteurs majeurs aujourd'hui du jeune roman noir français. Alors, il a écrit des essais, il a écrit des romans jeunesse, il faut le dire. Notamment, moi, je me souviens de Luz, qui était un très, très beau roman jeunesse pour les ados. Et puis, une quinzaine de romans. Alors, Les visages écrasés. Oui, qui a été un gros succès, qui a été adapté. Avec Isabelle Adjani. Qui a bien marqué cette littérature à la fois romanesque, noire et sociale. Et sociale, et qui d'ailleurs était fondée sur sa propre expérience dans une grande entreprise. Il y avait eu L'homme qui a vu l'homme, il y a eu En douce aussi en 2016, et donc ils ont voulu nous civiliser. Donc on est dans les Landes, on est à la veille de cette grande tempête de 2009, et au centre du livre, il y a un personnage qui s'appelle Thomas Ferrer. C'est un jeune homme, en fait, avec une vie difficile, parce que voilà, il est issu d'un milieu populaire, il n'a pas de fric, il ne trouve pas du travail. Je peux peut-être lire très rapidement le premier paragraphe parce que ça situe immédiatement le personnage et puis, d'une certaine manière, le nœud de l'intrigue tout de suite. Thomas Ferrer fourguait les canards qu'il volait pour 8 € le kilo à un revendeur dénommé Baxter qui gagnait officiellement sa vie comme chapeur. Printemps et été, il vivait de petits boulots de saisonnier sur les exploitations agricoles des environs ou dans les bars de la côte, mais dès qu'arrivait octobre, les plages surveillées fermaient, les touristes retournaient d'où ils venaient, les paysans comptaient le fric que leur avait rapporté le maïs, et les types comme lui devaient bien trouver de quoi passer l'hiver. Et donc ça dit bien, en fait, l'atmosphère tout de suite. Et le style, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une magnifique économie de mots, c'est très ciselé, en fait, l'écriture de ce livre. Et alors, donc, ce Ferrer va avoir tout de suite une embrouille avec Baxter, qui est donc un fourgue, en fait. Il va lui prendre de l'argent. Comment vous parlez? Une embrouille avec un fourgue. C'est vrai que ça fait un peu polar à papa, vous avez raison. On pourrait dire reseller, alors c'est plus chic. Non, c'est bien. On sent le garçon qui a bien lu. Qui a lu les classiques des années 50. Et alors, en fait, Baxter, avec deux vrais truands, là, parce que Ferrer, c'est pas un vrai truand, vont le poursuivre pour récupérer l'argent. Donc, c'est une course-poursuite sur fond de tempêtes inimaginables avec les arbres qui tombent, etc., qui écrasent les maisons, etc. Et Ferrer va rencontrer un homme beaucoup plus âgé, l'Alzan. Voilà. Ça, c'est la trouvaille du livre, je trouve. Qui a fait la guerre d'Algérie, qui est hanté notamment par le début de la guerre d'Algérie en 1955, où il avait là-bas, lui, rencontré une jeune femme. Bon, j'en raconte pas plus. Et donc, voilà, c'est une course-poursuite. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, Christine, de ce nouveau Marin Le Dain? J'ai beaucoup aimé parce que Marin Le Dain, il est toujours surprenant. Il peut raconter effectivement une vie en huis clos, de gens qui travaillent, qui ont des difficultés, des angoisses. Et puis là, il est en plein air. Et en fait, cette tempête qui entoure les personnages, on la sent et dans l'écriture et dans l'atmosphère. Et puis, j'aime beaucoup cette rencontre entre deux hommes qui ne devraient jamais se rencontrer. Ferrer, qui est un petit voleur de rien, quoi, un garçon un peu perdu. Oui, un garçon qui a du mal à s'en sortir tout bêtement. Et qui s'en sort comme il peut, en volant petit bras, en fait. Et puis, Alzan, qui est un personnage trouble. Pour lui, la guerre n'est jamais finie. Cette guerre d'Algérie, il continue à la vivre. Il s'enferme dans sa maison. Il est barricadé chez lui. Il a des armes partout. Il a des armes partout. Et finalement, ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'on avait évoqué à propos de Peter Farris, parce que c'est deux personnages qui n'ont rien à voir et qui vont finalement être obligés de vivre un peu ensemble.
et sans se rendre service, avec un faux rapport être là, père-fils. un peu de chaque côté. Mais j'aime beaucoup effectivement cette façon que Marin Le Dain a de camper des personnages qui ne sont pas des personnages, qui sont un peu des caricatures, et en même temps il arrête toujours au bord de la caricature. Car à l'aisance, c'est une caricature effectivement de soldats qui n'en sort jamais. Qui n'a jamais posé les armes. Il y a une espèce d'émotion qui transpire dans ce livre. Ferrer, c'est un petit fourgue, effectivement, c'est un petit voleur, mais pas plutôt émouvant parce que c'est la société qui l'a fait comme ça. Les types qu'il poursuit, c'est des gros imbéciles, mais après tout, on peut les rencontrer dans la vie. Et je trouve qu'il réussit bien. Et puis, il y a cette écriture, cette fois-ci. Juste, on va parler tout de suite de l'écriture, mais c'est exactement, je pense, le projet, parce qu'il a mis en exergue, en fait, c'est de parler de la vie quotidienne, de parler des gens ordinaires à travers la fiction. Et je pense que ce n'est pas un hasard, évidemment, s'il a mis en exergue une citation de Dashiell Hammett dans sa correspondance, en fait, une lettre à Joséphine Hammett Marshall qui date de juillet 1949. Et Hammett écrit « Bien sûr que tu peux me demander de quoi parle mon prochain roman. Il parle des gens. Les gens m'intéressent et j'ai toujours pensé que quelqu'un devait écrire sur eux. » Et c'est aussi ce que cherche à faire Marin Le Dain. Oui, avec une écriture justement un peu hard-boiled en fait, un peu comme ça, assez vive, assez agressive et qui suit cette tempête qui tantôt se calme, c'est ça qui est très beau. Et tantôt qu'on sent dans l'écriture le son, le vacarme, le chaos et l'extrême violence de la tempête que les gens du Sud-Ouest ont subi en 2009. Ça, c'est remarquablement réussi. Il sait bien, d'un livre à l'autre, échanger d'écriture, échanger d'atmosphère, sans jamais oublier que ce qui l'intéresse, c'est la société et celle qui écrase plutôt que celle qui va bien. Et là, le parallèle entre la tempête et puis les débuts, les prémices de la guerre d'Algérie en 1955. Bon, ça aussi, c'est un roman qu'on vous recommande chaudement. Ça va vous faire une pile là, de lecture. Marin Le Dain, ils ont voulu nous civiliser chez Flammarion. Et puis on continue. On a peur que vous vous ennuyiez parce qu'il y a les soirs, il y a les week-ends, il y a plein de lectures. On va vous parler d'un autre roman qui nous a beaucoup plu en cette rentrée. Vous l'avez déjà dit ? Oui. Ah bah oui. Il ne fallait pas le dire. Peut-être que vous ne l'avez pas aimé, remarquez, vous allez me dire. Tellement. De Jackie Schwartzmann, ça s'appelle Demain c'est loin et c'est publié aux éditions du Seuil. Alors, c'est vous qui nous le présentez, Christine. Mais en fait, Jackie Schwartzmann, il a écrit déjà plusieurs livres. Il y avait eu Bad Trip, il y avait eu Mauvais Coup, alors C-O-U-T-S, avec l'accent circonflexe. Donc, un jeu effectivement sur l'histoire, puisque c'était plus, là aussi, un peu social à la Marin Le Dain, en beaucoup plus souriant. Et là, Demain c'est loin est un livre, alors d'abord, c'est un livre très drôle. Ah oui. Qui me fait vraiment. Parce que son personnage, qui s'appelle François Feldman, comme le chanteur, évidemment, est un personnage haut en couleur. C'est un garçon qui approche de la quarantaine. C'est un petit bosseur un peu à la Noine. Il dit qu'il est juif pour les Arabes et arabe pour les Juifs. Il est toujours dans cet entre-deux à faire des affaires. Il fait des t-shirts avec des citations, des citations absolument. Il ne faut pas le dire parce qu'il faut réserver ça. Et il est évidemment toujours avec des tas de soucis d'argent et face à sa banquière qui s'appelle Juliana. Et la banquière, c'est plutôt le genre qui dit néanmoins plutôt que par contre. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette phrase. En revanche. Et entre ces deux personnages, là aussi, qui ne devraient jamais se rencontrer, il va se passer énormément de choses qu'on ne va pas raconter parce que c'est tellement dingue, tellement excessif, tellement mal élevé, tellement mauvais esprit que c'est un régal. C'est vraiment réjouissant. Et alors, en fait, ça joue beaucoup, évidemment, du contraste entre l'endroit d'où vient le personnage principal, c'est-à-dire, en fait, une cité, la cité des Buères à Villeurbanne, en fait, et puis le
le centre de Lyon. Donc c'est deux mondes que tout oppose, qui a priori n'auraient jamais dû se rencontrer, et qui vont donc se rencontrer entre la banquière et lui. Quelquefois, les voyous ne sont pas là où on pense. Exactement, exactement. Et puis, c'est vrai que Jackie Schwartzman, dans ses romans, les dialogues tiennent une place extrêmement importante. Il a d'ailleurs aussi écrit déjà pour le théâtre, aussi, voilà, ça, ouais. La Cravate qu'il avait écrit avec Denis Robert et qui avait été programmé par le Théâtre du Rond-Point. Sans doute qu'il écrira d'autres pièces de théâtre. Et là, c'est vraiment les dialogues et puis la gouaille, le narrateur, c'est vraiment une voix en fait ce livre, et c'est brillantissime. Il pousse au maximum les choses, voilà. Et en même temps ça passe. Et je pense que depuis la Daronne de Anne Lorker, dans un genre très différent, je ne m'étais jamais autant amusée à rire. Mais alors cela dit, c'est quand même assez sérieux. Là, je voulais dire un tout petit passage, page 52. Pour voir quand même, parce que mine de rien, il dit pas mal de choses, il y a beaucoup de critiques sociales. Oui, Saïd, vrai. Alors ça c'est un des copains du personnage principal, était certainement 10 fois plus malin que Juliane Bacardi, c'est la banquière, pour le business, mais il n'avait pas les bonnes lignes dans le CV. À 20 ans, il n'avait aucune connexion avec les milieux d'affaires, encore moins avec les banques, et il n'avait comme réseau que sa cage d'escalier. Quand c'est comme ça, quand on n'a pas de réseau, on regarde en bas de son immeuble et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des mecs qui s'emmerdent et qu'on peut envoyer à sa place chercher de la dope en Espagne. On voit des gamins de 14 piges qui rouillent et qui n'attendent qu'un geste pour se mettre à faire les choufs pour 100 balles la journée. On voit d'autres gars qui seront super d'accord pour donner des barrettes et des sachets contre des billets de 20 €. Quand on est Saïd Belchia, on est plus malin que la moyenne et qu'on voit ça de sa fenêtre du 6e, on se lance. La plupart des mecs de cité sont obligés de se contenter d'une gage tranquille chez Speedy ou du job de technicien fibre SFR, mais tous ont dans un coin de la tête les scènes de Scarface de Brian De Palma. Scarface, un mélange de Miami Vice et de Louis la Brocante, la plus grosse imposture de la culture banlieue. De façon assez incompréhensible, la plupart des gars de cité vibrent pour la prestation surjouée du faux Chicano Pacino, sans réaliser que ce film ne peut être qu'une parodie. Ce qui fait que lorsque ce bon vieux Saïd a décidé de monter sa modeste boutique, la main-d'œuvre, la chair à canon, a été abondante, banco. Mais c'est ça, c'est vraiment, c'est parfait cet extrait, parce que c'est à la fois l'écriture très, très vive, il y a des moments beaucoup plus simples et drôles, et en même temps ça raconte et la banlieue, et la ville, voilà, donc, et les riches et les pauvres, et les Arabes et les Juifs. Donc une nouvelle recommandation, et là une comédie noire, on pourrait dire, de Jackie Schwartzman, Demain c'est loin, qui vient de paraître au Seuil. Dans la nouvelle collection Cadre Noir que nous apprécions vivement. Exactement. Et on va continuer avec le Seuil, parce que avec on une a surprise. aussi... Oui. Alors elle, on la connaît bien, c'est Brigitte Aubert qui publie un nouveau roman, un nouveau thriller qui s'appelle Mémoire secret d'un valet de cœur. C'est un joli titre. Mais c'est drôle parce que ce livre, effectivement, elle est toujours surprenante, Brigitte Aubert. Elle peut se promener dans le passé, le présent. Elle peut être un peu dans le fantastique, dans la science-fiction, dans le roman noir, dans la gouaille. Et puis là, elle se promène nettement plus loin. Dans le passé. Alors, c'est vrai qu'on l'aime beaucoup. Elle a publié de très nombreux romans, Brigitte. Au départ, elle est cannoise, elle est née à Cannes, elle a repris le cinéma familial, puis elle a été beaucoup dans la programmation cinéma et tout, donc c'est vraiment une cinéphile. Mais elle a écrit beaucoup de livres. Alors moi, on ne va pas en citer beaucoup, mais Les 4 fils du docteur March. Et La mort des bois. La mort des bois, absolument magnifique. Transfiction aussi. Elle a écrit pour la jeunesse avec Gisèle Cavalli. Donc voilà, c'est pas une découverte, mais ce roman est un pur régal. Alors on est à Paris dans les années 10, et en fait très précisément on est dans un claque en fait, un claque pour messieurs qui aiment les garçons et les garçons travestis. Mais attention, c'est pas n'importe quel claque, c'est très chic. On est dans un hôtel particulier dans le 6e arrondissement, et les messieurs qui fréquentent la maison tiennent à la discrétion, et ils ont en général des postes très élevés. Et au milieu de cet hôtel feutré et discret, il y a la grande Dédé, c'est le personnage principal, c'est elle qui raconte. Elle est très belle, elle est très jeune. D'ailleurs, on l'appelait déjà la princesse quand elle n'était qu'un petit garçon de 10 ans.
Et elle a un goût pour l'enquête. Et alors, c'est le moment, c'est vrai, ce début du XXe siècle où se développe petit à petit la police scientifique. Donc, à la fois, on est dans quelque chose à la Agatha Christie, c'est un roman d'énigmes, oui, mais aussi... c'est un peu moqueur là-dessus, oui, tout à fait. Voilà, mais elle joue beaucoup sur toutes les nouvelles techniques de la police scientifique. Et il se trouve que dans cet endroit, il va y avoir un premier mort, terrible, hein, parce qu'il va se faire trancher la gorge, trancher le sexe, c'est assez, il y a du sang partout, etc. Ah ça, elle aime bien ça aussi. Elle aime bien Brigitte. Brigitte Aubert a toujours beaucoup aimé les flaques de sang. Voilà, et on retrouve en fait ce cadavre, puis les suivants, parce qu'il va y en avoir d'autres, avec une médaille miraculeuse cachée quelque part dans leur corps. Ouais, c'est très et donc il Agatha s'agira de savoir Christie qui aurait rencontré Hannibal Lecter, en fait. Un peu, oui, hein. Oh là, c'est bien, très bien oui, résumé. c'est un quel talent. C'est ce qu'on appelle des punchlines. Voilà, c'est ça. Bon, c'est vrai que moi, je me suis absolument régalé à lire ce livre. C'est très savoureux, c'est très fin, c'est très drôle. Elle joue dans le texte sur des mots de l'époque et tout. Donc, il y a une langue désuète dont elle joue très, très bien. Mais surtout, il y a la gouaille de la grande Dédé, parce que c'était un petit gars du milieu très, très populaire, hein, qui s'en sort très, très brillamment, si on peut dire. Et puis, il est formidable parce que, d'abord, il est très malin, parce que c'est un très bon enquêteur en fait, mais c'est un cœur d'artichaut, donc là, il va se... Et puis, on va croiser Nijinsky, on va croiser Proust, parce qu'effectivement, Marcel vient dans l'établissement pour se documenter, n'est-ce pas? Donc, il vient assister aux ébats des uns et des autres. C'est vraiment un régal. C'est un livre de virtuose, mais elle aime s'amuser, elle n'aime pas du tout aller toujours dans les mêmes lignes, Brigitte Aubert, et c'est vrai que c'est réussi, mais ça fait 4 livres, 4 sans faute. Donc Brigitte Aubert au seuil, Mémoire secrète d'un valet de cœur, et Schwartzmann, vous avez 2 comédies, et puis plus sombre, très beau, Marin Le Dain et Franck Bouys, il y a de quoi faire. Je voulais qu'on dise un mot à cette fin d'émission, en fait, de quelqu'un pour lequel nous avions tous les deux beaucoup d'admiration, très très bon auteur, Hervé Prudon, qui malheureusement vient de mourir. J'ai retrouvé dans ma bibliothèque tout à l'heure Tarzan malade et banquise. Il y avait aussi Mardi gris qui était son premier livre. C'était son premier en 78. C'était vraiment tout le début de toute cette force du néo-polar autour de Jean-Patrick Manchette qu'il aimait beaucoup. C'était un grand styliste, c'est quelqu'un qui avait une puissance d'écriture et de sujet vraiment impressionnant, et puis qu'on a suivi au fil des années. Alors il a un peu quitté le roman noir, puis il y est revenu, puis il est reparti, puis il nous a raconté aussi son expérience personnelle, des livres très 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 émouvants, on l'aimait beaucoup. Et retrouver des livres comme avec mes notes de l'époque, ça m'a beaucoup touchée, et je me suis rendu compte à quel point c'était un auteur et qu'il allait nous manquer, mais sa discrétion aussi faisait qu'on n'allait pas non plus le tirer par la manche. Oui, c'est un très bel homme, un peu dandy, effectivement très très discret. C'est pas quelqu'un qui était né dans le polar. D'ailleurs, il nous avait dit quand il était venu, parce qu'on l'avait reçu dans Cercle Polar, à l'époque où on travaillait en audio, n'est-ce pas? C'était en 2008, ça fait déjà un petit moment. Il avait sorti La langue chienne. C'est un très beau livre, belle écriture. Voilà, aussi, et une sorte de manifeste d'ailleurs pour lui, parce que c'était vraiment un roman qui tenait entièrement sur la langue. Il écrivait souvent des romans assez sombres, il jouait avec les codes du polar. Oui, mais en fait, Jour tranquille à Cochin, l'un des derniers qu'on ait pu lire, qui était effectivement là aussi un jeu sur la maladie, et qui était remarquable, avec ce côté toujours un peu d'ironie, effectivement une ironie de dandy aussi, et c'était très beau. C'était un grand admirateur de Beckett, de Faulkner, donc voilà. D'ailleurs, il nous avait dit dans l'émission qu'il n'avait pas lu tellement de polar quand il était jeune. Donc on le salue. Voilà, on est assez ému, Hervé Prudon, malheureusement. Voilà, l'émission est terminée, pardon, je suis effectivement ému en pensant à lui. On se retrouve dans 15 jours, comme d'habitude. Merci Christine. À bientôt Michel. À bientôt. Télérama. Cercle Polar. Les dessous du roman noir.